Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur notre live du samedi. Et on profite une fois de plus à adresser nos félicitations aux coutumiers qui ont d'une façon ou d'une autre donné des enseignements hier au cours de la journée consacrée aux traditions coutumes, je pense bien. J'ai dû voir sur Internet certaines interventions de certains responsables coutumiers, notamment des chefs coutumiers qui ont eu à faire des conférences publiques, rassembler des jeunes, des populations dans leur cour royale pour essayer de donner des conseils ou de parler un peu de la tradition. Je pense que pour cette deuxième année, ça a été bien fait parce que quand c'est bien fait, il faut le dire. Contrairement à l'année dernière où c'était une concurrence de sacrifices de moutons ou de poulets et où on voyait le sang partout. Par contre, cette année, ça a été véritablement une école. Ça a permis aux uns et aux autres de pouvoir apprendre mieux sur nos coutumes, surtout la jeunesse. Et cela est à saluer. On va aborder un sujet assez important aujourd'hui, c'est concernant l'intégration sous-régionale, je vais le dire ainsi. Ce n'est pas une question de CEDEAO ou de AES, parce que quand on parle d'intégration, on voit automatiquement des peuples, voilà, qui rentrent immédiatement en échange, c'est-à-dire dans un mélange total. Voilà, on va le dire en français simple comme ça. Parce que quand on dit intégration sous-régionale, il y a beaucoup qui voient automatiquement, surtout mes amis de Ouaïnia de rond-point, et ils voient automatiquement intégration CEDEAO parce que c'est la CEDEAO qui parle d'intégration des peuples et autres. Contrairement à ce que eux ils comprennent à travers ce terme intégration, il faut comprendre que c'est un tout, c'est un ensemble qui permet aux différents peuples de vivre ensemble. Et je crois bien que les dévanciers, ceux qui ont mis en place les différents organes, que ce soit le Conseil de l'Entente, que ce soit la CEDEAO, ou on va prendre sur le continent l'Union africaine, l'idée c'est véritablement de permettre un véritable panafricanisme, permettre au peuple de pouvoir vivre ensemble, d'échanger en fonction de leur production et autres. Parce que je vais prendre l'exemple simple de la petite partie ici de l'Afrique de l'Ouest. Je vais dire le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Et plus au sud, je vais prendre le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire principalement. Nous sommes nés, on ne dit pas que nous sommes plus vieux que qui que ce soit, nous connaissons beaucoup de choses. Beaucoup d'aînés qui nous suivent ont vécu certaines réalités. Et ces réalités sont quoi aujourd'hui? Quand on prend par le passé, même à présent, le Burkina Faso fournit beaucoup plus de la tomate, de l'oignon, des bovins, de la volaille. En termes d'exportation, c'est nous qui dominons le marché. Rien qu'en 2022, sur ces exportations, nous représentons, à nous seuls, 56% des exportations. Et quand on regarde au niveau même de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui est notre principal importateur. En termes de bovins, s'ensuit le Ghana et ensuite un peu le Togo. Le Mali vient pratiquement en dernière position avec 0,7%. Ça, ce sont les statistiques de 2022. Les gens peuvent aller consulter sur Internet. Moi aussi, j'ai été là-bas avoir les informations pour vous. Et contrairement à la conception que nous avons aujourd'hui de notre intégration, en fonction de ceux-là qui sont arrivés à la tête de nos pays parce que ils disent à un moment donné que quelque chose a été dérangé, quelque chose n'a pas été bien fait et on doit bien refaire. Mais face à cette idée de départ qui était de bien faire, de permettre au peuple de pouvoir vivre ensemble et de ramener quand même cette instabilité et la paix et permettre aux différents peuples de pouvoir émerger, il faut dire que les décisions que ces derniers prennent produisent en fait l'effet contraire. Pourquoi l'effet contraire? On va prendre d'abord la base de la sortie des 3 pays de la CEDEAO. Aujourd'hui, la conséquence immédiate, c'est que au niveau sous-régional, c'est-à-dire au niveau de la CEDEAO, nous ne participons plus à la prise de certaines décisions. Alors qu'on a des projets en commun. Quand on parle aujourd'hui d'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, ce projet existait bel et bien et c'est un projet qui est chapeauté par la CEDEAO parce que cette autoroute rejoint l'autoroute qui est en train d'être faite en Côte d'Ivoire et je pense qu'ils sont déjà vers Bouaké ou bien Katola, un truc comme ça, qui relie immédiatement Abidjan. Et d'Abidjan, il y a l'autoroute qui continue sur Accra,
qui continue sur Lomé, Cotonou, et ainsi de suite au Nigeria. Donc on ne fait pas l'autoroute, mais le projet d'autoroute n'existait pas parce qu'il y a un président qui voulait se faire du plaisir, ou bien il voulait montrer aux autres pays que lui, il peut faire de l'autoroute. Non, c'était pour faciliter les échanges commerciaux, pour faciliter cette intégration-là sur tous les domaines, que ce soit l'importation comme l'exportation. Parce que le commerçant qui va en Côte d'Ivoire, s'il arrive à importer plus facilement à partir du port d'Abidjan, il pourra le vendre moins cher au Burkina Faso, pareil qu'à Bamako ou à Niamey. Mais si la circulation n'est pas facile, c'est que il va dépenser beaucoup plus. Et quand il va répercuter cela sur le produit, sur le prix de vente au final, ça va nous revenir plus cher. Donc, ces différents gouvernants ont travaillé à initier certains projets que nous avons en commun. Donc, contrairement à la vision de ceux-là qui sont à la tête de nos États, je vais dire particulièrement au Burkina Faso, qui pensent qu'il faut initier juste des projets pour dire que je travaille mieux que l'autre. Non, on a déjà des peuples qui vivent ensemble. L'intégration aujourd'hui sous-régionale en termes de peuple, de culture ou autre, c'est déjà une réalité. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut remettre en cause. Voilà pourquoi vous voyez que les présidents des gouvernements peuvent ne pas se parler, mais un Burkinabé et un Ivoirien se parlent. Un Malien et un Ivoirien, ils se parlent. Quand ça chauffe au Mali, ça chauffe au Burkina, la voie que les gens prennent, ben, ils vont vers ces pays du Sud, que ce soit le Ghana, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Ils ne cherchent pas à dire parce que Ibrahim Traoré ne parle pas avec le gouvernement ivoirien, donc ils ne viendront pas en Côte d'Ivoire. Non, cette intégration, c'est déjà un acquis. C'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre sur la table. Donc, tous les autres projets qui concourent à améliorer les conditions de vie des populations doivent aller dans ce sens et non le contraire. On voit des décisions qui sont prises ces derniers temps. Tantôt, ce sont des suspensions ou interdictions d'exportation de céréales, d'exportation de bétail. Mais tout cela, on prend des décisions sans consulter véritablement les principaux acteurs. Les acteurs sont qui? Il faut consulter d'abord les agriculteurs. Et je pense que les agriculteurs au Burkina Faso, nous sommes un peu les mieux organisés parce que depuis sous Blaise Compaoré, pour ce que je connais, s'il y a d'autres qui savent un peu plus, peut-être sous Thomas Sankara, je n'ai pas vécu cette époque, ils peuvent dire, au Burkina Faso, beaucoup d'agriculteurs sont organisés en coopérative parce que depuis sous Salif Diallo, qui a été ministre de l'agriculture, beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup d'organisations ont été mises en place pour encadrer les cultivateurs, les agriculteurs. Ce qui faisait que quand il y a certaines décisions qui devaient être prises, ces coopératives sont consultées. Et même ces coopératives bénéficiaient d'appui de certaines associations, de certains États partenaires qui leur venaient en appui. Tant en conseil ou, je sais pas, en fourniture d'intrants agricoles et autres. Et même au niveau de l'importation. Quand vous allez dans la région dans la zone de Bobo-Dioulasso, les femmes qui sont organisées en coopérative, qui produisent le beurre de qualité, j'en sais quelque chose parce que en 2011, j'avais eu un projet comme ça avec deux amis où on avait voulu utiliser ce beurre de qualité, aussi produit du savon parce que les femmes savaient bien faire, mais on voulait le faire à grande échelle et faciliter l'exportation. Donc, ce sont des coopératives qu'on a eu à visiter, qu'on a eu à rencontrer, qu'on a échangé. Mais ces coopératives étaient en collaboration avec certaines organisations, certaines entités privées de l'extérieur qui facilitaient l'écoulement de leur production. Mais quand on vient aujourd'hui et qu'on ne joue pas une sage diplomatie, on met à mal toutes les relations que nos peuples, que nos producteurs, que ce soit au niveau technologique ou bien, je sais pas, artisanal, on met à mal toute cette collaboration, toute cette intelligence que nos citoyens mettent en place pour pouvoir s'en sortir. Parce que, au-delà de la politique, ce qui fait vivre un État, c'est ce que la population produit. Et en grande majorité, en Afrique de l'Ouest, on va dire 80% sont des paysans et sont dans l'informel plutôt. Peut-être c'est juste 15 ou 20% qui travaillent à la fonction publique. Donc, si on va prendre des décisions sans consulter ces 80% qui sont dans l'informel, qui se débrouillent, qui trouvent des initiatives, qui développent des projets, on ne sait même pas comment ils font pour mobiliser les ressources, comment ils se sacrifient. Des gens qui mangent sauce gombo sec parce qu'il a investi 1 million, il ne veut pas toucher à cela pour que ça produise. Et vous venez remettre tout cela en mal parce que vous vivez sur les recettes de l'État. Mais vous oubliez que ce sont des gens qui produisent.
Allons tout droit sur cette question de bétail. Il y en a qui ont cru que ça fait du mal à quelqu'un. Non, ça fait du mal à personne, mais c'est plutôt les principaux concernés, les éleveurs. Nous, on a évoqué le sujet ici il y a 2 ans. J'avais même dit ici, sur ce même compte Facebook, Burkina Débat, et sur TikTok, pour dire qu'on allait mettre à mal notre propre peuple. Et en grande partie, ce sont les paysans qu'on allait mettre à mal. Non seulement en termes sécuritaires, ce sont les premiers qui sont impactés, qui sont affectés par l'incompétence des dirigeants actuels à pouvoir amener la sécurité. Parce que, ils n'arrivent plus à accéder à leurs champs pour produire, ils n'arrivent plus à sortir avec les bétails pour les nourrir comme il se doit, ils sont exposés à tout type, ils n'arrivent plus à amener les petits commerces pour les petits commerçants, les petits importateurs, je vais le dire ainsi. Quelqu'un qui quitte Barsalgo, qui vient à Ouagadougou pour payer des produits pour aller revendre à Barsalgo, c'est un importateur pour Barsalgo. Et quand il prend aussi à Barsalgo qui vient à Ouagadougou, c'est un exportateur en petit terme, en petit circuit. Mais quand on prend des décisions impopulaires, des décisions sans tenir compte des réalités de nos populations, à la longue, ça finit par toucher. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec les bovins, le bétail qu'on a interdit. On a commencé d'abord par la tomate. Je vous dis, et je le dis, vous le savez, l'année prochaine, le Ghana ne va plus acheter notre tomate. Parce que quand on a coupé, un temps soit qu'on a interdit l'exportation de notre tomate pour le Ghana, alors qu'on sait que le Ghana a des usines qui font la transformation de la tomate sur place. Et on a mis à mal cette chaîne de production. Ils ont signé des contrats aujourd'hui, je pense que vous l'avez vu sur Internet, ils ont signé des partenariats pour pouvoir augmenter la production, asseoir organiser des coopératives qui vont permettre de produire à grande échelle la tomate pour ne plus avoir à importer ou à ne plus dépendre de notre tomate. Mais ça a commencé par qui? C'est nous qui sommes à la cause. Parce que quand on prend ces décisions, on oublie une seule chose. Entre les deux pays, c'est-à-dire on a des réalités climatiques qui favorisent l'autre et qui défavorisent l'autre. Mais en étant ensemble, ce manque que l'autre pays a est comblé par ce que l'autre a comme un avantage. Et c'est ce qui permettait à la sous-région de tenir debout. La Côte d'Ivoire ou le Ghana n'avait pas besoin d'investir dans la culture, dans le maraîcher, c'est-à-dire tomates, oignons et autres, surtout la pomme de terre. On connaît les zones de Waïbia, ils sont champions en termes de pommes de terre. Ils n'avaient pas besoin de fournir assez d'efforts à ce niveau. Ils étaient plutôt consacrés à d'autres choses qui permettaient aussi de ravitailler en termes, en manque de ce dont nous manquons aussi au Burkina Faso. Mais aujourd'hui, on vient dire non, on peut produire du cacao, on peut faire de l'ananas, on peut faire de la banane. Oui, on sait que vous pouvez le faire, mais à quel coût? Parce que la réalité climatique, au prix que vous allez produire, sera plus élevé que l'agriculteur de Côte d'Ivoire va le faire. Parce qu'il y a un avantage naturel de l'environnement qui lui permet de produire cela. Ça, ce sont des réalités basiques. On n'a pas besoin de taper sur la poitrine pour dire on peut aussi faire, on s'en fout des Ivoiriens. Non, Ivoiriens, Burkinabés, Maliens, Nigériens, Béninois, nous vivons tous dans le même environnement, dans le même espace. Seulement délimité par des frontières administratives qui, par la végétation, c'est-à-dire ceux qui ont fait la géographie en savent beaucoup, qui permet que peut-être au Burkina Faso, le maïs puisse être produit à moindre coût que celui qui va produire en Côte d'Ivoire. Que peut-être le maïs du Burkina, en fonction des réalités climatiques, soit de meilleure qualité que ce qu'on va produire au Ghana, par exemple. La tomate, c'est pareil. La pomme de terre, c'est pareil. Les oignons, c'est pareil. Au niveau du bétail, aussi, c'est pareil. Parce que on a connu ces peuples-là. Il y a des grandes parties de communautés qui sont des éleveurs. Ça, c'est leur travail. Voilà pourquoi même au Burkina Faso, de par le passé, on connaissait des conflits qu'il y avait entre agriculteurs et éleveurs. Parce que l'autre, il se consacre juste à élever son bétail. L'autre, c'est un agriculteur. Donc, souvent, le bétail vient déranger les cultures, les semences de l'autre. Et il y avait des petites bagarres qu'on réglait. Mais c'est pour éviter tout cela que ceux du Sud se consacrent à d'autres choses et ceux maintenant du Nord se consacrent aussi à d'autres choses. Mais on se lève aujourd'hui ventre à l'air avec des armes, des pistolets, on vient s'asseoir dans un palais présidentiel. On ne sait pas comment ces États ont tenu jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas comment le peuple vit. Parce que quand Ibrahim Traoré sort aujourd'hui, qui crie sur les toits souveraineté, indépendance et ceci, cela, qu'il aille
dans les villages, demander à un paysan ce que c'est que la souveraineté. Il va te dire que la souveraineté, c'est sa dignité. Ne pas aller demander à manger. Ne pas faire pitié. Ne pas aller voler. Et son indépendance, c'est de pouvoir aller cultiver. Prendre ses récoltes. Aller vendre ce qu'il peut vendre. Utiliser cet argent. Aller se soigner. Scolariser ses enfants. Organiser ses cérémonies. Voilà son indépendance. Voici sa dignité. Voici sa souveraineté. La souveraineté du peuple n'est pas le discours. Ce n'est pas être en concurrence avec un peuple d'ailleurs ou un pays d'ailleurs. Non. Chacun vit dans son petit environnement tout en sachant que quand on vient payer mon maïs, c'est qu'il y en a qui n'en ont pas, qui produisent autre chose. Le paysan qui est au village, qui reçoit la cure magie, qui reçoit le sel, il sait qu'il y a un autre peuple aussi qui vit de ce sel, qui vit aussi de ce cure magie ou de la pâte de tomate qui est dans le sachet qu'il paye pour manger son riz gras le jour des cérémonies tabaski ou bien Noël. Le peuple, le paysan connaît cette réalité. Mais ceux qui sont censés véritablement travailler à ce que ce peuple puisse continuer à être à l'aise, améliorer les conditions de vie des populations, permettre aux Burkinabés de continuer de produire, de cultiver et de pouvoir revendre pour vivre en paix de leurs retombées. Non, ils sont d'abord incapables de restaurer cette sécurité, de maintenir cet environnement dans lequel ce paysan peut vivre tranquillement sa souveraineté, son indépendance, pour venir s'asseoir à Ouagadougou, pour occuper des bureaux et crier souveraineté, souveraineté. Mais la base de la souveraineté, c'est quoi? C'est manger, se nourrir, se vêtir dignement. Pas de sortir commander, pas d'attendre que l'Arabie Saoudite vienne nous donner des dates ou bien des carcasses de poulet ou de moutons. Pas d'attendre que on nous reçoive en réfugiés, on reçoive nos parents en réfugiés pour leur construire des maisons, pour les loger. La dignité du peuple est mise où? La dignité égale souveraineté, la véritable souveraineté du peuple, c'est sa propre dignité. Il n'y a rien d'autre. Donc, Ibrahim Traoré, aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire, que ce soit autoroute, usine de quoi, de textile, je ne sais pas. S'il n'y a pas de coton, l'usine de textile ne va pas marcher. S'il n'y a pas de terre, s'il n'y a pas de zone sécurisée pour permettre aux cultivateurs de pouvoir s'aimer et récolter, ces usines ne vont pas marcher. S'il n'y a pas de bovins, s'il n'y a pas de volailles, les exportateurs, ceux qui vivent de cela, allez-y voir en Côte d'Ivoire, allez-y voir au Ghana. Les plus grands vendeurs, les revendeurs de bétail sur place en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Togo, même au Bénin, c'est qui? Ce sont ceux qui sont au début de la chaîne qui se retrouvent à la fin de la chaîne. C'est le consommateur juste qui change. Ceux qui vendent, qui gèrent les marchés de bétail, qui sont les patrons du bétail dans la sous-région, ce sont des Burkinabés. Ceux qui sont dans la restauration en termes de cuisson de viande, c'est qui? Ce sont les Nigériens. C'est rare que vous allez voir un Ghanéen ou un Ivoirien boucher ou bien en train de faire du choukouya. Ils ne connaissent pas, c'est maintenant qu'ils apprennent. Donc, toute la chaîne nous est profitable. Et ces ressources et cette économie profite à qui? À nos États, à nos peuples. Aujourd'hui, on met le pied dessus. Parce qu'on pense qu'on fait du mal à quelqu'un. Parce qu'on pense pouvoir nuire à quelqu'un. On pense pouvoir soulever un peuple quelconque contre son dirigeant. Non, ce que vous avez et que vous rejetez, il y en a qui cherchent cela. On a rejeté, on a interdit l'importation. Allez-y voir en Côte d'Ivoire. Allez-y voir au Ghana. Allez-y voir dans les pays côtiers. Ils ont déjà importé. Le Niger fournit. La Mauritanie fournit. Il y a d'autres États aujourd'hui qui fournissent ces États-là. Alors que nous étions des partenaires naturels. Parce que nous sommes au début et à la fin. Mais un Burkinabé aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui se retrouve à l'abattoir, ou se retrouve à Accra à l'abattoir, voit mal aujourd'hui prendre son argent, aller payer du bétail en Mauritanie. Alors que lui-même, il a ses vergers, il a ses moutons, ses bœufs, ses poulets au Burkina Faso, parce que ceux qui sont à l'abattoir ici, ils ont des parents là-bas. Tout l'espace qu'ils ont là, ils ont des vergers où ils font l'élevage. Donc on ne nuit à personne, mais on nuit plutôt à nous-mêmes, notre propre population. Depuis que cette mesure est tombée, combien d'Ivoiriens se plaignent? Mais ils ne se plaignent pas. Le prix de la viande au marché n'a pas changé, le prix de la viande à Accra n'a pas changé, ni au Bénin. Mais c'est plutôt au Burkina Faso que ceux qui sont dans la chaîne production, exportation et à la vente finale, ce sont eux qui se plaignent.
Parce que c'est leur business qui est mis à mal. Et ce business qui est mis à mal, ça met qui à mal? Notre État. Pendant qu'on parle de diaspora bonne, on travaille à saper le travail de cette diaspora. Ibrahim Traoré n'a jamais travaillé dans une administration. Il ne sait pas ce que c'est que la chaîne de l'économie, une chaîne de production. Quand on parle de production ou d'autonomie, vous pensez que c'est quoi en réalité? Le monde aujourd'hui, vous avez vu Donald Trump se lever en Chine. Il pouvait s'asseoir dans son palais. Mais il est parti en Chine avec des patrons américains pour plaider leur cause. Pour dire non, le monde doit rester ouvert. On doit continuer de travailler ensemble. C'est ça. Mais si la grande nation des États-Unis continue de mener cette diplomatie au profit des producteurs, de toute la chaîne de production pour garder son autonomie, c'est nous, le petit pays, qui avons un peuple travailleur, on refuse de mettre les conditions pour permettre à ce peuple travailleur, parce que tout le monde nous connaît comme des bosseurs. Et tout le monde connaît le Burkinabé très intelligent dans tout ce qu'il fait. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école. Allez-y dans toutes ces chaînes de production, agriculture ou autres. Bon, d'ailleurs, la grande dame que je salue au passage, qui est la patronne de céréales au Burkina Faso, vous savez très bien de qui je parle, qui fait un chiffre d'affaires de milliards par an. Allez-y lui demander si elle a fait l'école. Elle vous a dit qu'elle n'a pas fait l'école. Mais elle a prospéré dedans. Parce que nous sommes au début et à la fin. Il suffit de mettre un peu d'intelligence et les gens s'en sortent. Il y en a qui sont assis dans les abattoirs dans tous ces pays côtiers-là, mais ce sont des multimillionnaires, des multimilliardaires. Et c'est auprès d'eux aujourd'hui qu'Ibrahim Traoré court pour qu'ils viennent investir dans son eurobond. Mais si on ne permet pas à ces personnes de travailler dignement, de pouvoir bénéficier de tout cet espace où l'intégration est réelle à leur faveur, est-ce que véritablement ils vont pouvoir financer le développement qu'on veut chez nous? On n'est pas en concurrence, on ne dirige pas un État pour être en concurrence avec un autre État. Il faut être plutôt peut-être en concurrence avec celui qui veut te succéder, ou bien ton opposant qui pense qu'il va faire mieux que toi. Tu essaies de faire quelque chose de plus pour que lui ne te dépasse pas quand il va venir, même s'il te dépasse, qu'il ne dise pas que tu n'as rien fait. Mais on ne peut jamais être en concurrence avec un autre État avec qui nous avons beaucoup de choses en commun. Surtout pas la Côte d'Ivoire, pas le Ghana, pas le Bénin ni le Togo. On ne peut être en concurrence avec aucun pays voisin, surtout dans cet espace de la CEDEAO. Celui qui vous dit qu'on peut être en concurrence avec un des pays, il faut lui dire tout simplement que c'est un menteur. Et Ibrahim Traoré est un menteur. Et je vais terminer sur ça. Et j'invite tous ceux qui peuvent nous suivre à venir sur notre compte TikTok. On va ouvrir les débats là-bas pour vous permettre d'échanger. C'était notre analyse du jour. Allez, on vous souhaite bon week-end chez vous. Que Dieu nous permette d'avoir des dirigeants responsables à la tête de nos pays. Que chacun fasse ce qu'il peut pour que ce que nous vivons dans nos différents pays au Sahel, surtout au Burkina Faso, prenne fin le plus tôt possible. Sinon, on va atteindre le fond. Et pour pouvoir se relever, ce sont des générations qui vont se sacrifier encore. Merci chez vous.